Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur El Marhalibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Merci pour votre fidélité. Au programme ce soir, nous allons bien évidemment évoquer la visite éclair, 24 heures pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, donc qui a rendu visite à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Plusieurs questions ont été évoquées, notamment des relations dites fortes et portées vers plus de coopération, a précisé le président algérien Abdelmadjid Tebboune, deux présidents qui sont sur la même longueur d'onde aussi, apparemment, sur la crise au Proche-Orient, maintenant qui date depuis plusieurs décennies. On y reviendra ce soir, mais aussi depuis le 7 octobre dernier. Donc plusieurs questions qui se posent. D'abord, nous reviendrons un peu sur l'intérêt de cette visite éclair, 24 heures à peine du président turc, des présidents qui évoquent des échanges commerciaux, pour d'autres des investissements. On se posera ces questions aussi. Si aujourd'hui, comme le dit Abdelmadjid Tebboune, président algérien, il s'agit de 5-6 milliards de dollars d'investissement, des chiffres qui sont similaires lors de la rencontre notamment entre le président turc et l'ancien président algérien, donc Abdelaziz Bouteflika. Pourquoi des chiffres qui n'évoluent pas, mais 5 milliards de dollars dans un pays où le chômage augmente de plus en plus? Où sont les investisseurs? Où sont les postes de travail? À quoi correspondent réellement ces investissements? Est-ce que c'est tout simplement de la communication ou réellement, depuis ces plusieurs années, maintenant plusieurs décennies, les entreprises investissent énormément en Algérie? Nous essaierons de comprendre. Et puis du côté Proche-Orient, côté palestinien, nous essaierons de comprendre en priorité bien sûr les messages une nouvelle fois d'Abdelmadjid Tebboune, président algérien. Est-ce que l'Algérie a réellement une force diplomatique? A-t-elle toutes les pressions nécessaires entre ses mains, toutes les cartes nécessaires entre ses mains pour faire pression, notamment sur, par exemple, l'Amérique, quand on sait effectivement que l'Amérique joue un premier rôle d'ailleurs dans le cadre de ce conflit, puisque l'Amérique entretient de fortes relations avec Israël et peut faire pression sur Israël notamment pour tout simplement un cessez-le-feu aujourd'hui, afin que cette bande de Gaza, ces civils, ces centaines de milliers d'habitants puissent souffler quelques instants. Nos invités ce soir, bonsoir Asdin Toumi, merci d'être là, militant politique, opposant politique, vous êtes en Algérie. Bonsoir, cher ami Chaban, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les invités. Merci pour votre invitation. Merci infiniment. Fidèle aussi à l'émission militant politique, analyste politique, Youssef Ahmad-Hodja, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à toute l'équipe Marhalibiya et à tous vos invités, ainsi qu'à toute la diaspora et tous les Algériens à travers le monde. Merci d'être parmi nous. Merci à vous deux. Le titre de l'émission, vous l'avez vu affiché en bas de votre écran, Erdogan a agi. À qui profite cette visite? Communication 2024, diplomatie, intérêt, développement du pays. On va y revenir, mais avant de commencer cette émission, il était tout à fait normal dans le cadre de nos éditions. Mon ami et confrère Nassar Djoudi lui a rendu aussi hommage avec ses invités. On rend hommage ce soir à celui que nous venons de perdre, que l'Algérie vient de perdre. Allah yarhamou, paix à son âme, le Moudjahid Mouhoub Naït Maouch, qui nous a quittés ce matin à Paris dans le 14e arrondissement, donc à l'âge de 83 ans. Il est né le 28 avril 1940, militant, un membre actif déjà de l'ALN, membre fondateur du FFS, compagnon proche de feu Hussein Aït Ahmed, paix à son âme, militant pour la démocratie, les causes justes. Nos invités vont bien évidemment réagir sur cette disparition, un héritage pour tout un pays, toute une nation et des futures générations. Il était déjà, il a participé bien évidemment au Hirak dès 2019, puisqu'il a toute cette expérience depuis plusieurs années en tant que militant. C'est quelques images il y a 2 ans, mon ami confrère Hussein Gasmi qui le recevait sur le plateau de Thalient. يتسلم باكو سي سيغ فار بيت العمر ان شاء الله ذيو نقفور ديال فاس ذا قفور 63 ديال مهوفه الزلفلك العسلام من ساعتك صحة زول دم قران فرحة عطاسي مدرو حافظة قيم تتسكيا ديال ميشيو فوالا الميرت يعطيك الصحة أصل الفرح ضم قران ولازم يكون أتسنى ضيدنا الساقين إن شاء الله ماشي سكنت ثاني جاروث يعطيك الصحة شافرناكي ويا كي فالات تسكن ذي النوالاقين الريجيم نو لي زيليكسيون دي ثمورتنا إن سير أبسوليمون ريان
نشوم يقعد يبغى ناس شن لكن يلقى حسين هذا رحمه ربي رحنا مرجوار فوالا شتو ايش دونك كم كيتسوالي لا ديسيزيون كيف رناكي يروحنا كاي يكونوا نتروحها انوي كنوي يكونوا لا فاس لا باز لو اف اف اس وي باسكو لو اف اف اس اوفيسيال هذا روح النوث لان هذا روح ولا عرفوني لنا ولا لا اف اس اوفيسيال il n'existe pas pratiquement. Le Conseil national, qui a le droit de parler au nom du parti, il a dépassé son mandat. Non, c'est les militants qui vont parler. C'est notre rôle, c'est notre devoir de dire non. تشكلي خمسة في الغاشية أنا ميدسان بركات ترى إلى غتحبسم تشكلي خمسة في الغاشية. Voilà, c'est quelques mots. Azdine Toumi, je vais commencer avec vous. Vous êtes au pays, vous êtes un opposant aussi, un militant politique de longue date. Il le disait sur notre plateau, des élections qui ne servent à rien. Arrêtez de mentir au peuple. Le peuple doit parler. Azdine Toumi, peut-être une réaction sur cette disparition. Oui, d'abord, je lui rends hommage et Rabbi Yarhamou, paix à son âme, et je profite de l'occasion pour présenter ses condoléances à sa famille, ses enfants et ses amis. Après, c'est une perte. D'abord, c'est un exemple du combat à vie. Il fait partie de ces militants qui se sont battus, qui ont milité toute leur vie jusqu'à la fin de leur vie. Et puis c'est un exemple d'espoir. C'est un homme qui a cru à l'avènement de la nouvelle Algérie jusqu'à dans tous les combats. En 2019, il était dans la rue parce qu'il croyait vraiment que cette Algérie allait arriver enfin. Donc malheureusement, comme tous les autres militants, dont Sil Hussein Rabbi Yarhamou et autres, qui sont partis sans avoir la chance de voir naître cette Algérie pour laquelle nos ancêtres se sont battus, pour laquelle des générations avaient rêvé. Donc aujourd'hui, elle reste toujours inteniable pour le moment. Il n'y a que le combat qui peut nous mener vers cette nouvelle Algérie. Et donc, des militants pareils comme Delmouhoub, Rabbi Yarhamou, c'est eux, c'est les pionniers qui nous montrent le chemin et les leçons à tirer. C'est le combat. Il ne faut jamais arrêter de se battre parce qu'au moment où on baisse les bras et on arrête de se battre, c'est à ce moment-là que la dictature deviendra chronique et que la dictature s'imposera encore de plus en plus. Peut-être, voilà oui, peut-être aussi un mot, car vous êtes aussi encore jeune, opposant, militant. La particularité de l'Algérie, c'est d'avoir aussi toute cette jeunesse, toute cette force qu'on a pu voir et qu'on voit encore, alors avec effectivement les méthodes répressives, les interdictions du pouvoir algérien sur l'expression, ça s'est arrêté d'une certaine manière, mais c'est grâce à ces hommes, à ces symboles comme Delmouhoub que les jeunes aujourd'hui continuent à s'exprimer, à sortir, à aller chercher cette démocratie. Oui, effectivement, c'est ce que j'avais dit. Donc eux, c'est des pionniers comme Sil Hussein Rabbi Yarhamou et autres. Donc beaucoup de militants qui malheureusement la plupart sont partis, mais c'est des militants qui se sont battus toute leur vie. Donc voilà l'exemple, le bon exemple qu'il faut montrer aux militants, à la jeunesse, c'est de ne jamais lâcher, parce que malheureusement pendant le Hirak, on a vu pas mal de gens qui étaient impatients, qui croyaient que le changement allait venir en 2 vendredis, 3 vendredis, or que quand on voit ces militants âgés qui n'ont jamais arrêté, qui n'ont jamais posé baissé les bras,
Voilà, la force, elle vient de là. Donc ça montre que le combat est long, il est difficile. Et il faut le combat, ça se transmet d'une génération à une autre. C'est comme ça. Chaque génération a son combat, elle mène son combat, elle a sa révolution, elle arrache des changements, voilà, elle s'impose avec sa mentalité, avec sa création, avec son intelligence, elle laisse son empreinte. Eux, ils ont fait leur révolution, ils ont fait leur combat. C'est à nous aujourd'hui de mener notre combat et à d'autres générations après nous de mener aussi leur combat jusqu'à ce que cette Algérie pour laquelle nos ancêtres se sont battus puisse enfin voir le jour et donner la chance aux générations futures de vivre, d'évoluer dans une démocratie, d'avoir un grand pays, un pays fort, qui ne rêve pas de cette Algérie aujourd'hui. On va rentrer plus tard dans le vif du sujet. Mais voilà, les pays, on voit les pays qui sont en train de s'imposer sur la scène internationale, c'est généralement des pays qui ont réglé les problèmes intérieurs. Mais quand vous avez des crises, vous avez des impasses dans votre pays à l'intérieur, vous ne pouvez pas vous imposer à l'extérieur. C'est juste ça ne marchera pas. On en parle, on y revient, c'est aussi une question importante ce soir. Où est l'Algérie sur la scène internationale en termes d'investissement? Youssef Amar Khodia, bonsoir, merci vraiment d'être là et pour votre fidélité. Peut-être un mot, vous avez peut-être dû le croiser d'ailleurs dans le cadre du Hirak ou à Paris. En tout cas, c'est un symbole, c'est un personnage qui vous parle d'Al-Mouhoub. On parle de sa disparition aujourd'hui, du paix à son âme. Paix à son âme, Al-Mouhoub, c'est encore un autre grand symbole de la lutte pour la démocratie en Algérie qui est parti. On a eu la chance d'être derrière lui dans des manifestations à la place de la République, par exemple. Et je présente toutes mes sincères condoléances à sa famille, mais aussi au FFS historique, à la base du FFS, à ne pas confondre avec le FFS de la Mangeoire. C'est clair, c'est vrai que c'était un militant, membre fondateur du FFS, et il le disait sur le plateau de Hussein que voilà, la base du FFS, ce n'est pas la direction du FFS. Je vous garde aussi sur cette première question. Ce soir, deux axes. On va revenir sur cette question, la présence notamment de la Turquie en Algérie. À qui profite cette visite? Dans un deuxième temps, on reviendra un peu sur ces questions diplomatiques avec la crise au Proche-Orient, mais c'est peut-être dans un deuxième temps. Youssef Amar Khodia, une visite éclair de 24 heures. Quel sens, d'un point de vue général, elle a cette visite, selon vous? On parle d'échanges commerciaux, d'investissement et, bien évidemment, du Proche-Orient. Donc, c'est une visite importante pour les deux parties, notamment pour la Turquie. Si vous voulez, on commence par la Turquie. La Turquie a des relations déjà avec le clan de Tebboune, parce que, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, quand on parle de l'Algérie, moi je précise plutôt à quel camp on s'adresse. Donc c'est le clan de Tebboune, a été tout le temps proche de M. Erdogan depuis plus d'une vingtaine d'années déjà. Et, il y a bien sûr des intérêts commerciaux, mais aussi des intérêts géostratégiques. Notamment au niveau par exemple des partages des eaux maritimes sur le fond marin de la Méditerranée qui concerne des réserves de gaz très importantes, et il y a eu un accord entre la Turquie et le gouvernement libyen à Tripoli, sachant que la Libye appartient à la sphère d'influence algérienne. Donc il y a eu beaucoup de rapprochements pour sécuriser certains intérêts stratégiques et qui sont communs aux deux pays, je veux dire l'Algérie et la Turquie. Mais aussi il y a bien sûr la situation actuelle de la colonisation en Palestine et du génocide qui est en train de se produire en Palestine. Donc toutes ces questions-là, ce sont des questions communes aux deux pays,
Et il fallait, bien sûr, c'est une visite un peu éclair comme vous venez de l'évoquer. C'est que vous savez que la trêve va rentrer demain, la trêve de la guerre contre les civils palestiniens, la guerre de l'armée d'occupation sioniste contre les civils palestiniens. Il y aura une trêve à partir de demain à 10h du matin. Donc il y a certainement de la coopération à ce niveau-là. La Turquie a d'autres, bien sûr, on parle des affaires, c'est-à-dire plus économiques, mais cela, c'est plus pour vendre quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance pour les Turcs, parce que les Turcs eux-mêmes sont dans une situation économique, dans une crise économique. Ils pourront pas investir 5 milliards de dollars en Algérie, c'est de l'impossible. Cependant, du côté du clan de M. Tebboune, il est tout à fait très important d'avoir un appui, comme il cherche toujours un appui de puissance étrangère. La Turquie étant le pays le plus important du contour méditerranéen en termes d'influence et stratégie. Bien sûr, il y a d'autres pays, mais la Turquie tient tête à la France, par exemple. Donc, quand on sait que le pouvoir en Algérie est partagé entre 3 clans, et le clan qui est l'adversaire au clan de Tebboune, c'est ce qu'on appelle en Algérie Hizb Fransa, donc c'est le clan France-Émirats, les Émirats arabes unis, et la Turquie, elle est du côté donc du clan de Tebboune. Et cela vient aussi comme une carte de pression en faveur de M. Tebboune pour obtenir une visite à Paris, donc pour négocier une visite à Paris, c'est pour faire un chantage, un peu un chantage soft à M. Macron pour accélérer la venue de M. Tebboune à Paris. Je reviens à vous, Youssef Amar Khoja. Asdine Toumi, vous connaissez le pays. Alors bien sûr, vous allez pouvoir en introduction nous donner un peu, d'un point de vue général, selon vous, quel sens peut avoir cette visite éclair, un peu moins de 24 heures. Et puis on rentre aussi dans le vif du sujet, parce que dans cette rencontre, ces 2 chefs d'État donc parlent d'investissement de 5-6 milliards de dollars en 2023 pour le chef d'État algérien Abdelmadjid Tebboune. Il y a quelques jours, on disait aux Algériens, le pouvoir algérien disait encore aux Algériens, décollage économique, une nouvelle année économique. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de vous recevoir. Peut-être un mot d'abord sur le sens de cette visite. Qui dit 5-6 milliards d'investissements, ça veut dire aussi du pouvoir d'achat, ça veut dire des entreprises. Est-ce que vous la ressentez réellement, cet investissement en Algérie? Moi, je pense que d'abord cette visite, elle vient dans un contexte géopolitique très important. Je pense que le côté géopolitique de la visite prime sur autre chose, d'autant plus que la visite est de courte durée, donc il est reparti dans la même journée. Voilà, après la Turquie, elle est en train d'essayer de mobiliser tous ces pays, pas uniquement pour avoir une position qui se rapproche vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza, vis-à-vis de ce que fait Israël comme massacre et bombardement en Palestine, mais aussi pour d'autres questions. On voit que la Turquie, depuis des années déjà, qu'elle commence à agir dans l'espoir de retrouver cette hégémonie et disons d'avoir le rôle de parrain sur pas les pays arabes mais les pays musulmans dans le monde. Et pour ça, elle a tissé des relations un peu partout avec tout le monde, avec la Russie, avec la Chine, avec le monde arabe, avec l'Europe et les membres de l'OTAN, faut pas l'oublier. Donc tout ça, elle se met dans cette position de pouvoir jouer son rôle au cas où de médiateur entre les uns et les autres et de parrainer un petit peu la position des musulmans. On a vu le rôle qu'avait joué la Turquie dans
dans le conflit en Ukraine, quand il s'agissait de trouver le moyen de faire sortir le blé ukrainien, etc., avec les Russes. Donc la Turquie a joué le rôle le plus important. Donc après la question économique, moi je pense que la Turquie ou pas Turquie, les Chinois et autres, et on parle en ce moment des investissements français qui vont venir, etc. Moi je pense qu'il faut d'abord que notre pays apporte la preuve que c'est un partenaire crédible. Parce que ce qui s'est passé ces dernières années, ça n'inspire pas à la confiance les investisseurs. Et pour les séduire, il faut montrer qu'on est devenu un partenaire crédible et qu'on peut garantir un climat des affaires adéquat et propice. Mais quand on voit que les choses qui traînent, quand on voit un chef de l'État qui parle encore des blocages, de sabotage, etc., on voit qu'on est loin quand même des comptes. C'est pas ça l'image qui pourra, ou ce discours qui pourra attirer les investisseurs. On a quand même notre économie, elle est dépendante des hydrocarbures, ça on peut pas le cacher. Et puis on a un système bancaire en retard, un système financier qui n'est pas, on n'est pas dans le numérique, dans l'ère de numérique. Aujourd'hui en Algérie, le e-commerce ou le paiement par carte, etc., c'est négligeable. Donc on est en retard pour développer tout ça. Le développement, et c'est un tout. Donc voilà. Après, il y a la confiance aussi qui est importante. Les gens, ils voient les autres pays, le regardent, ils suivent ce qui se passe. En Algérie aujourd'hui, on a 3 premiers ministres en prison, on a je sais combien de ministres, de responsables et de hauts fonctionnaires qui sont en prison pour généraux aussi, pouvoir, pour tout ça, et la confiance, ça reviendra avec un changement politique, parce qu'il y a une instabilité politique qui joue un rôle aussi. Donc une fois qu'on reprend, qu'on trouve des solutions politiques pour notre pays, d'abord que les gens comprennent que l'Algérie enfin a enfin pris le chemin de la démocratie, etc., où il y aura la transparence, parce que c'est le plus important. Il faut qu'il y ait la transparence dans la gestion des affaires, que ce soit dans les biens de l'État, les biens du peuple, ou dans le privé. Donc aujourd'hui, il faut travailler sur ça d'abord pour qu'on puisse parler. Sinon, l'Algérie aussi, sur le plan diplomatique, on va l'évoquer dans un instant, le plan diplomatique, mais je vous garde encore 2 minutes avant de retrouver Youssef Amal Rodja. Les voyants sont au rouge, Azdine Toumi, en Algérie. Vous analysiez effectivement cette effervescence il y a une dizaine de jours autour de ce véhicule. Question pour Azdine Toumi, et je vais revenir vers vous, Youssef Amal Rodja. Je vous disais, d'un point de vue sur les plans sociaux, la santé, le chômage, les start-up, c'est difficile tout de même en Algérie. Les choses, elles ont beaucoup de mal à se développer à l'intérieur, mais le pouvoir algérien, le chef de l'État, ses ministres d'économie, sans cesse parlent d'un décollage économique, parlent d'investisseurs aussi. Question précise, quand on parle, on dit aux Algériens 6 milliards en 2023, peut-être 10 milliards bientôt d'investissement. C'est quoi? C'est de la communication. Il y a une réalité sur le terrain. Vous ressentez ces investissements, les Algériens les ressentent ou pas du tout, pour avoir peut-être des éléments un peu plus précis économiquement parlant? Oui, c'est les discours. Moi, j'accorde peu de crédit pour leurs discours, parce que c'est des discours qui sont basés sur du populisme, de la propagande et voire du mensonge. Ils ont dit beaucoup de choses quand on voit ce qu'ils disent. Et croyez-moi, des fois même, entre une institution et une autre, ils donnent des chiffres différents, des fois contradictoires, entre un ministère et un autre. Donc pour vous montrer que c'est l'ampleur donc on n'arrive même pas à maîtriser les chiffres. Et c'est légitime que la presse ou les militants ou les hommes politiques doutent de tous les chiffres que ce pouvoir donne. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que sur plusieurs volets, ils ont promis aux Algériens de rentrer en BRICS.
Ça n'a pas été. Ils ont promis aux Algériens de produire des véhicules. Ça n'a pas été. On a du mal même à les importer. Non seulement on ne les produit pas, mais on a du mal à importer parce qu'il y a un problème de crédibilité justement. Ils sont en train de faire le tour du monde pour trouver des gens qui viennent pour investir. Et sur beaucoup de choses, ils ont promis aux Algériens, ils ont interdit l'importation de plusieurs produits, notamment la viande, etc. Après, on importe la viande et le poulet, et la viande blanche. Donc, vous voyez, et quand j'ai vu le Premier ministre sortant, avant de sortir, avant d'être limogé, dans ses dernières interventions, il se réjouissait parce que l'Algérie avait importé 6 000 tonnes de pois chiches. Moi, je trouve ça lamentable. Et je trouve ça dommage pour notre pays, pour notre Algérie, qu'on puisse encore se retrouver dans des situations pareilles. Aujourd'hui, les gens, ils ont des plans, ils ont d'un plan de travail qu'ils exécutent pour 10, 15, 20, 50 ans, 100 ans à l'avenir, pour des générations à venir. Et nous, on n'arrive même pas à avoir de la visibilité pour 2, 3 mois ou 6 mois. C'est un pouvoir, je continue juste cette phrase, c'est un pouvoir qui n'est pas soumis à un calendrier comme les autres nations d'avenir de dizaines d'années ou de siècles, etc. Ils sont soumis à des calendriers liés aux élections. Donc eux, c'est quand les élections, c'est quand les prochaines élections. Voilà, c'est comment il raisonne. Et ça, malheureusement, c'est une chose qui ne pourra pas donner la chance à notre pays d'aller de l'avant. Je reviens à vous, Azdine Toumi. On va justement écouter ici le chef de l'État, président algérien, revenir un peu sur cette économie, ces investissements. Il est important de se poser cette question aujourd'hui quand les Algériens entendent qu'un pays extérieur, la Turquie ou autre d'ailleurs, un investissement à hauteur de ces milliards de dollars, où va cet argent concrètement, de quoi il s'agit. On écoute le président algérien et on se retrouve tout de suite après. ما فيش إفلات من الجرائم. هذه خطوة، ربما خطوة اللي تخلي الأصدقاء في أوروبا والأصدقاء في كل الدول الأخرى أن أصبح ملح جدا قيام الدولة الفلسطينية. هو الحل الوحيد والنهائي اللي يفصل نهائيا في الصراعات هذه اللي موجودة في الشرق الأوسط. وقلناها وقالها أخي أردوغان، يعني الشرق الأوسط اليوم راه على فوهة بركان، إما نحل المشكل ولا ربما الأمور تأخذ مجرى آخر، ربما ما توقعها حتى واحد. ونتمنى إن شاء الله ينتهي العدوان على الفلسطينيين وتكون لهم دولتهم المستقلة إن شاء الله. احنا كنا بدأنا قبل مثل ما ذكرها لي أخي أردوغان، كنا متوقعين مش متوقعين الجرائم اللي هتوقع اليوم ضد غزة، ولكن عرفنا باللي وتيقنا مثل ما تيقنت تركيا الشقيقة على أن حل الفلسطيني يبدأ أولا بالمصالحة بين فصائل فلسطينية. وصلنا إلى حد كان ممكن يدينا إلى أبعد ذلك، مع الأسف توقفت الأمور ومش احنا السبب، الله شاهد. نتمنى إن شاء الله باش نعاودوا نسترجعوا اللحمة تاع الفلسطينيين كلهم بكل فصائلهم، ونصل إلى فرض كيان إنشاء الدولة الفلسطينية في حدود جوان 67 وعاصمتها القدس الشريف. وشكرا. Youssef Malkhodja avec nous ce soir. Vous entend tout de même, bon, même si on l'évoque souvent, hein, cette situation économique, mais voilà, échanges commerciaux, est-ce que c'est dans l'intérêt de la Turquie de venir chercher des contrats et de les signer, ou est-ce que c'est vraiment Abdelmadjid Tebboune qui travaille pour le pays et qui dit oui, il y a 5-6 milliards, donc le pays tout de même se porte bien, on investit en Algérie? Contrairement à ce qu'on pourrait laisser entendre,
ce n'est pas le volet économique qui est important en ce moment, c'est le volet géostratégique, avec ce qui se passe bien sûr, en Palestine, mais aussi, il faut rappeler aussi l'accord libyen et turc sur le partage de zones maritimes qui est en conflit avec l'Égypte, notamment l'État sioniste, le Liban et Chypre. Donc ces questions-là, la Turquie souhaite les sécuriser parce que le flanc ouest de la Libye est garanti par l'Algérie. Donc c'est une sphère d'influence que M. Erdogan souhaite activer. Mais aussi, nous avons vu que M. Tebboune est en train d'essayer d'aller faire des saisons pleines d'armement en Chine. M. Erdogan, et notamment la Turquie en général, souhaite vendre son matériel militaire, mais surtout pas investir en Algérie les 5 milliards de dollars, parce que tout simplement, la Turquie est en crise économique. Et il y a un indice pour cela. Si la Turquie n'avait pas de gros soucis économiques actuellement, elle aurait facilement coupé les liens avec l'État sioniste, ce qu'elle n'avait pas fait. Donc, parce que tout simplement, elle ne peut pas les faire actuellement. Tous ces engagements financiers et bancaires sont avec des institutions européennes et des institutions américaines. Et comme les Européens, la plupart des institutions européennes et américaines appuient le clan sioniste, donc la colonisation en Palestine, c'est pourquoi il est primordial pour M. Erdogan de vendre quelques matériels militaires, tout simplement parce que l'Algérie a un budget immense, je crois plus de 21 milliards de dollars de budget pour l'armée, et dont 7 à 8 milliards de dollars d'achat de matériel. Et voilà, donc M. Erdogan est en train d'essayer de convaincre l'Algérie d'acheter du matériel turc. Cependant, il y a une grande entrave à cela, c'est la Russie, c'est-à-dire que la Russie ne souhaite pas voir l'Algérie aller acheter du matériel turc. Il y a aussi le fait que la Turquie est un adversaire sérieux de toute influence française, pas qu'en Méditerranée, mais aussi en Afrique du Nord et en Afrique et au Sahel. Donc la Turquie est en train d'avancer ses pions à travers le clan qui lui est favorable dans le pouvoir algérien, qui est le clan de M. Tebboune. Nous avons vu que les choses se compliquent sur le Sahel, et donc toutes ces choses-là, ce sont des coups soit géostratégiques, soit de la géopolitique. Comme je vous ai dit, la Turquie aura besoin aussi de sécuriser un certain accès au gaz. Donc il y a l'axe du gaz, l'axe géopolitique qui a un lien directement avec la Palestine et l'influence française. Donc, ce que nous voyons ici aussi, peut-être le fait que l'Algérie n'a pas permis la mobilisation populaire tant voulue et tant espérée par les Algériennes et les Algériens pour l'appui à la résistance palestinienne. Alors qu'en Turquie, nous avons vu des millions de gens sortir pour appuyer la résistance palestinienne. Ce qui est aussi un point très important en termes de choix de ce moment-là pour M. Tebboune, parce que... Justement, Youssef Amal-Khoudia, gardez la parole dans cette continuité, et c'est la question, c'est un peu le deuxième axe principal ce soir. On a eu deux chefs d'État qui vont un peu dans le même sens sur le Proche-Orient, notamment soutien total à la Palestine, à ce que subissent aujourd'hui les Palestiniens. Mais du côté algérien, est-ce que réellement, Abdelmadjid Tebboune, président algérien, ce sont que des paroles? Certains parlent même de communication. Alors, on spécule pas, on essaie vraiment de comprendre. Est-ce que la diplomatie algérienne, est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune a réellement une force diplomatique pour faire pression, notamment pour... D'ailleurs, il l'aurait peut-être fait avant, puisque le cessez-le-feu a du mal à arriver, cette pause humanitaire, elle a du mal à arriver. Est-ce que réellement,
le président algérien a une certaine force pour faire pression, notamment dans un conflit comme celui-là qui dure depuis plusieurs décennies? Aucune, malheureusement aucune. S'il y avait au moins, s'ils avaient réfléchi un peu, la seule pression qu'ils auraient pu faire, c'est de laisser les Algériennes et les Algériens manifester librement, comme les Turcs l'ont fait pendant des jours et des jours, et ils continuent à le faire d'ailleurs pour soutenir la Palestine. Donc la seule carte de pression qu'avait le pouvoir, le régime algérien, c'était de laisser des manifestations libres en Algérie. D'ailleurs, c'est une faute politique très très importante. Et ayant peur d'un retour du Hirak, alors que voilà, ces gens-là sont je veux dire, le clan en général, tous les clans du pouvoir sont en fuite en avant. Ils comprennent pas que, contraire, le Hirak, avec bien sûr le soutien ici même à Paris, le Hirak soutient complètement et sans aucune réserve la lutte pour l'indépendance de la Palestine. Et il est étonnant que l'Algérie, qui prétend être à la proue de la défense d'un État palestinien libre avec sa capitale Al-Quds, nous voyons que c'est l'un des derniers pays soi-disant qui soutiennent la Palestine, où la population est mobilisée. Donc c'est une contradiction, et je ne sais pas si ce sujet aurait été... je pense pas que c'est un sujet qui a été abordé avec M. Erdogan, mais il est étonnant de voir que l'Algérie est parmi les derniers des pays à ne pas soutenir clairement, même si on dit que l'Algérie a appelé pour que des avocats du monde entier, alors que, au contraire, c'est une récupération du mouvement des avocats qui a commencé ici en France. Il y a des avocats qui se sont mobilisés pour déposer une plainte contre l'État sioniste pour crime contre l'humanité et génocide. Mais cette déclaration du régime algérien veut tout simplement récupérer ce mouvement des avocats internationaux. Ça n'a jamais été par l'initiative de M. Tebboune. Merci, je reviens à vous. Il nous reste encore un peu de temps. Youssef Al-Khodja, Azdin Toumi, réaction aussi là-dessus. On ne peut pas ne pas parler de cette visite sans parler des échanges apparemment qui ont eu lieu entre les deux chefs d'État, notamment sur la Palestine, de présidents qui sont sur la même longueur d'onde. Mais je le disais, est-ce que réellement le pouvoir algérien, qui d'ailleurs a appelé les ONG, a appelé les avocats vraiment les ONG à porter plainte contre la Cour pénale internationale, d'ailleurs que la Cour pénale n'a pas cité la Bolivie, le Djibouti, l'Afrique du Sud ont notamment été cités, mais pas l'Algérie. Bref, en tout cas, est-ce que le président algérien, il a certainement la volonté, alors la diplomatie, le pouvoir algérien bien sûr, mais est-ce que réellement c'est un pays qui peut faire pression? Est-ce qu'il a le pouvoir, notamment vis-à-vis des États-Unis par exemple? Je pense que la volonté ou le soutien à la Palestine, il est absolu de la part de l'Algérie. Je pense que sur ce point, il y a une cohérence entre le peuple et le régime et le discours des responsables. Bien avant, c'est connu la position de l'Algérie dans ce conflit, elle est connue, donc ça ne sert à rien de rentrer dans les détails. Après, on parle des actes, bien sûr. Entre avoir une position et pouvoir la défendre et avec des actions, c'est autre chose. Et le cas de l'Algérie, c'est le cas de tous les autres pays. Il y a une guerre entre Israël et les Palestiniens. Les Palestiniens vont sortir victorieux quoi qu'il arrive parce qu'ils défendent une cause, ils défendent leur terre, ils sont en train de mourir pour leur terre. Après, le plus grand perdant, c'est tous ces pays arabes et ces pays musulmans qui sont face à une réalité amère. Plus le conflit dure, plus ils se retrouvent dans une posture difficile.
Donc, personne n'a pu faire quoi que ce soit pour arrêter la tuerie, arrêter Mais le pourquoi massacre. cet isolement? Pourquoi cet isolement? Enfin, cet isolement, peut-être pas un isolement, mais il y a une volonté, il y a un engouement, il y a une effervescence, il y a même une rage, une colère. On les voit sur les réseaux sociaux. Alors, on va dire des deux camps. J'aime pas trop ce terme, vraiment des deux côtés. Mais pourquoi effectivement un peu ce manque d'action réelle du monde arabe, du monde arabophone, de tous ces pays arabophones qui soutiennent la cause palestinienne, dont l'Algérie? Pourquoi ces actes-là manquent-ils en termes de pression à faire leurs preuves, notamment dans ce conflit qui, on le rappelle, ne date pas depuis le 7 octobre. Ça fait des décennies que la Palestine a été divisée, colonisée, etc. Il faut avoir les moyens. Qu'est-ce que les pays arabes comme moyens? Et il faut avoir les moyens pour les mettre en œuvre. Est-ce qu'on a les moyens de faire en termes de technologie, d'armement, de démocratie? Et puis, vous savez, c'est des régimes qui ne sont pas légitimes et ils ne sont pas en cohérence avec leur peuple. Les peuples, bien sûr, ils soutiennent la Palestine. Les peuples, ils sont dans cette dynamique. Ils sont corps et âme avec les Palestiniens. Mais on voit des régimes incapables de faire quoi que ce soit. Ils sont restés dans leur bureau. Ils se réunissent un peu partout pour faire des déclarations, pour appeler à l'arrêt pour appeler au cessez-le-feu, pour condamner les bombardements, pour soutenir le peuple, pour supplier les Israéliens de les laisser pour faire entrer des denrées alimentaires et de l'eau, etc. Donc ils sont dans ça. Cette défaite, cette débâcle historique pour le monde arabe, elle doit être une leçon. Pour les peuples, pour que les peuples comprennent que pour leur pays soit fort, que pour le pays puisse compter dans la région, dans le monde, qu'ils puissent demain défendre des causes, et il faut qu'ils se libèrent de ces régimes dictatoriaux et de ces régimes illégitimes. Parce que, moi je l'avais dit déjà, si ça continue comme ça, aujourd'hui c'est la Palestine, demain c'est un autre pays qui va être sur la liste. Donc ça va être à tour de rôle. Si on n'arrive pas aujourd'hui à arrêter ce qui se passe à Gaza, on ne pourra pas arrêter dans un autre pays. Ça peut être le voisin, ou l'ami ou l'autre. Et puis, vous savez que Israël, avec les États-Unis, avec ses alliés, ils savent pertinemment que personne ne bougera. Ils savent que tous ces pays arabes ne peuvent rien faire. Sinon, ils n'auraient jamais élevé le niveau de violence à ces niveaux-là. Donc on tue comme ça, puis il y a on voit sur les plateaux de télévision les Israéliens qui viennent, qui disent voilà, on est désolé, c'est dommage, c'est comme si non, il y a 5000 enfants, c'est dramatique, ça va rester dans l'histoire de l'humanité une tâche indélébile. Malheureusement, et qui va prendre la responsabilité de tout ça. Donc voilà, après les paroles, le soutien, est-ce que c'est suffisant? Moi, je pense que c'est insuffisant. Maintenant, si tous ces pays arabes, si tous ces dirigeants, et ça leur suffirait que l'histoire retiendra d'eux qu'ils ont soutenu les Palestiniens, qu'ils ont dénoncé les bombardements, qu'ils ont appelé au cessez-le-feu, moi, je pense que c'est lamentable. Après, même l'histoire des corridors humains, le cessez-le-feu, etc., qui va commencer demain, c'est les Palestiniens eux-mêmes qui l'ont négocié, via le Qatar qui ne faisait que faire rassembler un petit peu tout ça, donc c'est la coordination. Mais sinon, ils l'ont négocié avec les otages. Donc même il n'y avait ni l'Égypte, ni personne, ni l'Arabie Saoudite, etc., ne pouvait faire ça. Donc aujourd'hui, on voit un conflit important et on voit tous ces pays-là qui sont en dehors, et c'est les Occidentaux qui mènent la guerre comme ils veulent, et la parole de Netanyahou, elle va rester dans l'histoire quand il a dit à tous ses dirigeants que soit vous taisez, soit vous saurez. Donc voilà. Donc ça va rester dans l'histoire. Voilà.
Merci Azin Toumi, merci d'avoir été avec nous. Alors Youssef Amal Khodja est avec nous, je vais essayer de vous donner la parole pour les 30 dernières secondes. Brahim Younsi est avec nous, il vient nous rejoindre. Brahim Younsi, bonsoir, analyste politique, cadre du MDA 82-88. Oui, bonsoir. Bonsoir Brahim Younsi, quel plaisir de vous entendre. Je ne vais pas le cacher aux téléspectateurs, vous êtes très ému aujourd'hui à la disparition. On ouvrait l'émission avec Dalmoub. Voilà, vous m'avez envoyé un message et l'antenne est ouverte et vous avez bien fait, vous êtes le bienvenu. Il était important pour vous de réagir aujourd'hui sur nos antennes. Oui, je tenais à rendre hommage à Nouhou Ben Maouche. C'est la disparition véritablement, c'est pas de l'inflation verbale, d'un grand militant pour la démocratie. J'étais hier après-midi dans sa chambre à l'hôpital Saint-Joseph. Bon, il allait mal, il n'était pas visiblement conscient. Et il n'avait pas même, je pense, conscience de ma présence, ni celle vraisemblablement de son fils qui était à ses côtés. Vous savez, nous avons Nouhou Ben Maouche avec son compagnon de route dans le FFS, Ali Messili, travaillé pour l'alliance, une alliance entre mon parti à l'époque, le MDA et le FFS. J'ai découvert en lui vraiment un homme d'une loyauté exemplaire et puis d'une fidélité personnelle tout aussi exemplaire qui a duré longtemps. C'était un homme très attaché, d'abord non pas seulement un homme, Aïd Ahmed, mais il avait une sorte de proximité que je ne connaissais pas d'autres avec Hussein Aïd Ahmed. Et puis bon, son parcours parle pour lui. Il a toujours été fidèle et bien entendu il recevait les militants et du FFS d'abord et tous les militants avec beaucoup de sympathie et d'enthousiasme. Il a beaucoup apporté au combat politique et pas seulement pour le FFS, bien sûr son parcours aussi avec d'autres grands personnages comme Yaha par exemple, etc. C'est dire que c'est un homme qui a marqué aussi l'histoire de l'opposition, bien qu'il ne soit pas véritablement connu par le grand public, parce qu'il était un homme très discret, serviable à la base, etc. Mais il participait aussi, comme dans le cas qui était le nôtre, à des discussions, à des négociations pied à pied, mais avec beaucoup d'amitié et de respect pour ses adversaires d'une certaine manière. Et nous avons fini par conclure le 16 décembre 1985 une alliance et une déclaration qui malheureusement n'a pas été réalisée. Merci Brahim Younsi pour ces quelques mots. On aura le plaisir de se retrouver sur un plateau, vous pourrez nous en dire encore beaucoup plus. Je vais saluer dans quelques instants ma sœur et consoeur de Lula pour Al-Umr. 30 secondes, dernière 30 secondes. Youssef Amal Khodja, je vous ai promis de revenir vers vous tout de même. Peut-être le mot de la fin. J'aimerais dire que à toutes les familles des détenus politiques et d'opinion au pays, que nous vous avons pas oublié. Et malheureusement, les réseaux sociaux nous ont chassés carrément, à dire Facebook et autres. Donc nos publications sur ce qui se passe au pays n'arrivent pas à destination. Donc je voulais rassurer vraiment les familles et les détenus d'opinion, pas seulement du Hirak,
mais aussi les détenus politiques en Algérie. Merci. Et je rappelle que la solution sera politique en Algérie, et le début de la solution, c'est la libération de tous les détenus politiques et d'opinion en Algérie. Merci Youssef Anwar Khoja, merci d'avoir éclairé les téléspectateurs. Brahim Younsi, merci d'avoir été avec nous pour ces quelques petits mots pour Delmo, paix à son homme, et avec nous Yazdine Toumi du pays qui était aussi les équipes techniques. Merci infiniment. Dans un instant, El Umq avec ma sœur et consoeur Deloula. Bonne soirée à tous.